pourquoi et comment Trump va flinguer l'Union européenne et l'euro en 2025. La nouvelle présidence Trump s'annonce comme un chemin de croix pour l'Union européenne et l'euro. À peine investi de ce nouveau mandat, Trump humilie l'Union européenne. Bonjour à tous, content de vous retrouver sur Question Finance. Dans cette vidéo, il va être question de l'assaut en règle que Trump livre à l'Union européenne, ses dirigeants wokistes et l'euro. Commençons par le rappel rituel, mais très important. YouTube est une jungle concurrentielle dans laquelle chaque chaîne a besoin d'être soutenue par son public. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez des chaînes, quels que soient les thèmes, de plus en plus souvent, vous avez le présentateur qui fait un appel dans le sens de celui que je vais vous faire tout de suite. Pensez au pouce bleu, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux et l'ensemble de vos réseaux et soutenez la chaîne en vous abonnant. C'est facile et gratuit. C'est ce qui favorise le mieux le référencement de la chaîne sur YouTube et permet de la faire connaître à un nouveau public. Venons-en maintenant au sujet lui-même. Selon le site d'information Politico, l'administration de Donald Trump a décidé de se passer des formalités avec l'Union européenne. De hauts responsables européens, comme Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, donc qui sont respectivement la présidente de la Commission européenne et l'équivalent de la ministre, si le poste existait, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, se retrouvent sur la touche. C'est-à-dire que pas un seul représentant de l'Union européenne n'a été invité à l'investiture de Donald Trump, et la demande de Mme Kallas, adressée au secrétaire d'État américain Marc Rubio, de participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, a été ignorée. Au lieu de cela, Rubio est activement en contact avec les ministères des Affaires étrangères de Pologne, d'Italie, de Lituanie et de Lettonie. Et Trump, lui-même, a déjà discuté de ces questions directement avec la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Le message est clair, pour Donald Trump, l'Union européenne n'existe pas, et seules les nations européennes sont des réalités qui l'intéressent. Rappelez-vous qu'on savait depuis son premier mandat le mépris dans lequel Donald Trump tient l'Union européenne et ses dirigeants. Rien d'étonnant à cela, l'Union européenne et ses dirigeants sont l'antithèse de Trump et du trumpisme. Et depuis la présidentielle américaine de 2016, le champion des nations contre le mondialisme. Rappelez-vous qu'il avait dit à Davos une phrase qui devrait rester historique, vu les circonstances. L'avenir n'appartient pas aux globalistes, mais aux patriotes. L'Union européenne est la championne du mondialisme contre les nations, à commencer par les nations européennes. Trump incarne le modèle anthropologique de l'individu libre et souverain. L'Union européenne est consubstantiellement soumise, en l'occurrence aux États-Unis, et ce depuis sa création et même avant, c'est-à-dire avant que l'organisation européenne s'appelle l'Union européenne. Ses dirigeants sont juste des hauts fonctionnaires serviles et gras. Cela dit, sans... Il y a un peu de polémique dans ce que je dis, en tout cas c'est factuel. Enrichis par l'argent de l'Union européenne et la corruption, ça aussi c'est factuel. Les affaires de corruption qui concernent l'Union européenne sont légion, et je crois qu'il ne s'est pas passé une année depuis 1992 qu'elle a été créée, depuis le 1er janvier 1993, sans que tel ou tel personnage soit impliqué ou mis en cause dans des scandales de corruption. Tant que le vent dominant était... Alors, notamment, je ne sais pas si vous en souvenez, en tout cas ça mérite d'être rappelé, c'était l'année dernière, la vice-présidente de la Commission européenne. Alors, il faut savoir que la Commission européenne, il n'y a pas une présidente et un vice ou une vice-présidente. Il y a un président ou une présidente et un certain nombre de vice-présidents, chacun chargé de quelque chose dans le cadre des prérogatives de l'Union européenne. Alors, cette dame s'appelait non pas Kaja Kallas, comme l'actuel pseudo-ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, mais c'est un nom qui ressemblait un peu, c'était une journaliste grecque à l'origine, et bien chez elle, on avait découvert une valise de billets avec 150 000 $ dedans, et on avait fait le lien entre cette valise qu'elle disait tomber du ciel, ne pas avoir la moindre idée
quelle était l'origine de ces fonds, et les prises de position très favorables au Qatar qu'elle avait prises, incitant l'Union européenne à investir, enfin, à convaincre ses membres d'investir au Qatar, de donner tel ou tel avantage au Qatar. Je ne me rappelle plus trop ce qu'elle demandait pour le Qatar, mais le lien entre la valise de billets et puis ce qui était clairement une demande de favoritisme pour le Qatar est tellement évident que l'enquête a été déclenchée. Je ne me rappelle plus ce qui lui est arrivé. Bon, finalement, évidemment, comme d'habitude, elle n'a pas été sanctionnée sérieusement, puisque dans l'Union européenne, tout le monde se soutient, tout le monde est corrompu d'ailleurs, donc quand l'un d'entre eux se fait piquer la main dans le sac, les autres sont d'accord pour ne pas lui faire trop de mal, parce qu'ils seraient obligés d'en faire à eux aussi. Alors, tant que le vent dominant était celui du mondialisme et ses instruments d'asservissement et d'abrutissement des populations que vous connaissez depuis un certain nombre d'années, donc la terreur climatique, plus récemment le wokisme et le LGBTisme, l'Union européenne qui se voulait en tête de ces dérives qu'elle présentait ou qu'elle faisait mine de considérer comme des avancées sociétales, eh bien, donnait comme ça l'illusion d'être le leader de l'évolution sociétale en Occident. Eh bien, cette illusion a duré jusqu'au 23 janvier 2025, au Forum de Davos, lorsque Donald Trump a pris la parole, en l'occurrence depuis la Maison-Blanche, c'est-à-dire qu'il était il participait en visioconférence à la conférence de Davos, enfin au Forum de Davos, et là, on s'est tout de suite aperçu, il s'est tout de suite posé en personnage principal de ce forum, et chef de file, clairement, de l'Occident, dans un discours qu'il a prononcé au pas de charge, et que je vous invite à visionner, bon, c'est très facile à retrouver sur Google, après avoir rappelé l'ampleur historique de sa victoire électorale, donc sa grande légitimité auprès du peuple américain, donc sa puissance, ce qui, évidemment, n'est pas le cas des Davosiens, qui ne tiennent leur légitimité de rien du tout, qui n'ont pas de légitimité, qui sont simplement dans un système où chacun soutient chacun. Il piétine les idoles de Davos, qui sont aussi celles de l'Union européenne, en qualifiant de désastreuses les politiques de son prédécesseur, donc M. Biden, sur l'immigration et le climat et l'inflation. Alors il se trouve que ces politiques désastreuses de Biden, eh bien, chacun sait qu'elles étaient en accord avec la doxa de Davos. On va dire le support idéologique de Biden, et puis on va dire de toute la gauche progressiste américaine et européenne, est fortement représenté par Davos. Son message est clair, désormais le boss c'est moi, et je vais faire le contraire de ce que vous avez toujours voulu. Désormais, celui qui dit l'avenir aux États-Unis et en Occident, c'est Donald Trump. Et c'est une sorte de coup d'État idéologique qu'il a exécuté par voie de téléconférence, par voie de vidéoconférence, à Davos. Son objectif économique, il le répète, il l'a rappelé à Davos, et ça, c'est comme ça depuis 2016, c'est de faire revenir l'industrie dans son pays. Il se paie même le luxe de lancer à Davos un appel aux entreprises de la planète pour se délocaliser aux États-Unis et bénéficier ainsi de la fiscalité la plus faible de la planète. En tout cas, c'est ce qu'il s'engage à offrir comme avantage aux entreprises mondiales, donc autres que celles qui sont déjà aux États-Unis, si elles viennent s'installer aux États-Unis. Les entreprises visées ne peuvent être que les entreprises européennes, en priorité. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces entreprises mondiales, c'est quoi ? Enfin, ces très grandes entreprises, c'est quoi ? Ou ces grandes entreprises, c'est quoi ? Ce sont les américaines, ce sont les européennes, et puis les chinoises, les indiennes et les russes. Mais on n'imagine pas les Chinois, les Indiens ou les Russes se délocaliser aux États-Unis. Et on constate d'ailleurs que c'est d'ores et déjà un rush annoncé de centaines de milliards, annoncé donc par les entreprises, à l'annonce de la victoire de Trump à la présidentielle.
Ce qui fait que lorsqu'il invite les entreprises du monde entier à venir s'installer aux États-Unis, eh bien, il sait que son vœu sera exaucé, puisqu'il est déjà largement en train d'être exaucé. Ce qui évidemment est un soufflet pour les gens de Davos, puisque l'idéologie qu'il est en train de répandre en direct à Davos, qu'il a répandu il y a quelques jours en direct à Davos, est à 180 degrés opposée à celle de Davos, c'est-à-dire aux antipodes de celle de Davos. Dans l'arsenal des mesures pour parvenir à ces délocalisations vers les États-Unis, il y a aussi la taxation des importations, c'est-à-dire 60% pour celles de la Chine, et sauf erreur, ce sera 100% en ce qui concerne les voitures électriques, 20% pour les importations du Mexique et du Canada. Il vient donc dire à Davos, le saint du mondialisme et de la levée des barrières douanières, qu'il les rétablit par trilliards de dollars, parce que, évidemment, des taxations de ces proportions-là sur les milliers de milliards de dollars de commerce international avec les États-Unis, ça veut dire des trilliards, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars qui vont être ponctionnés des entreprises qui vont être récupérées sur le commerce mondial par les États-Unis. Et ces fleuves de dollars permettront en même temps de réduire l'endettement énorme des États-Unis, laissé par l'administration Biden, et il faut bien le dire, qui existait déjà avant l'administration Biden, même s'il est vrai que l'administration Biden a dû le doubler ou quelque chose comme ça. De même que l'administration Macron a doublé l'endettement, non pas doublé, a ajouté 50% à l'endettement de la France tel qu'il était quand il est arrivé. Dans le cas de l'Union européenne, ces taxations seront de 25%, c'est-à-dire que c'est très considérable. C'est tout autant donc un acte de guerre monétaire contre l'euro, parce que si les Européens augmentent leurs importations des États-Unis, afin de ne pas subir ces taxations de 25%, puisque le moyen d'échapper à cette taxation de 25% énoncé par Trump lui-même, notamment à Davos, eh bien, c'est d'acheter plus aux États-Unis. Le deal est simple, vous nous achetez plus parce qu'on trouve que vous nous achetez pas assez, et ça, c'est la réalité. Les États-Unis étant en déficit à peu près avec tout le monde, ça veut bien dire que d'un point de vue équilibre financier, effectivement, les autres pays n'achètent pas aux États-Unis, et notamment les pays de l'Union européenne. Eh bien, si vous achetez plus chez nous, eh bien, on ne va pas vous taxer. Et notamment si vous achetez notre pétrole et notre gaz, bien évidemment, c'est un des points essentiels. Les Européens, les États vont dans le sens proposé, si ce n'est quasiment imposé par Trump, eh bien, ils devront acheter plus de dollars pour payer les importations qu'ils vont faire désormais des États-Unis, l'augmentation des importations qu'ils feront en provenance des États-Unis. Et pour acheter ce que j'appelle pudiquement ce plus de dollars, c'est-à-dire des centaines ou des milliers de milliards de dollars, eh bien, ils devront les changer. Ils devront changer leurs euros contre des dollars. C'est-à-dire qu'ils devront vendre des milliers de milliards de dollars d'euros pour acheter des milliers de milliards de dollars américains. Alors, mécaniquement, cela pèsera sur les cours de l'euro contre le dollar, et en même temps que ça pèsera sur le cours de l'euro, eh bien, ça boostera les cours du dollar. C'est donc un nouveau boulet qui s'ajoute à tous ceux que l'Union européenne traîne, et ce boulet creusera un peu plus les tensions au sein de l'Union européenne, parce que, bien sûr, les conséquences de ce que Trump demande, si les États, les pays de l'Union européenne vont dans le sens, finalement cèdent à ce que demande Trump, ben ces conséquences ne seront pas de même ampleur et de même gravité pour tous les pays de l'Union européenne. Donc, on voit bien on devine que certains pays seront prêts à aller dans le sens proposé par Trump, d'autres moins, et ceux qui seront prêts à aller dans le sens proposé par Trump, c'est plutôt ceux qui actuellement n'ont pas une balance de paiement trop désastreuse, comme l'Allemagne, et ceux qui ne le voudront pas, c'est ceux comme la France, l'Italie et d'autres, l'Espagne, dont la balance de paiement est lamentable. Et
pour lesquels le commerce avec les États-Unis était parmi ceux qui étaient les plus équilibrés en leur faveur. En faveur des pays européens, pas des États-Unis évidemment. Alors face au programme de réindustrialisation gigantesque que Trump a rappelé à Davos, l'incapacité de l'Union européenne à protéger les intérêts économiques de ses membres apparaîtra dans tout son néant. Alors, bon, je ne fais pas vraiment cette prédiction. Disons que j'exprime ce qui me paraît très probable et que je crains que ça ne se produise. L'impéricide de l'Union européenne, alors pourquoi je crains ça? C'est tout simplement que jusqu'à présent, depuis maintenant des décennies, l'Union européenne s'est couchée devant toutes les demandes des États-Unis. Il est amusant de penser que cette Union européenne nous a été présentée, notamment quand il a fallu voter à Maastricht pour ou contre la création de l'Union européenne, elle nous a été présentée comme indispensable pour résister à la puissance des États-Unis. On se serait peut-être moqué de nous en 1992, au moment de la campagne de Maastricht, que ça ne m'étonnerait pas. Alors cette impéritie de l'Union européenne risque d'être dévoilée une nouvelle fois avec la volonté proclamée de Trump de s'emparer du Groenland. Cela constitue, à la face du monde, un deuxième test de grandeur nature de la capacité de l'Union européenne à défendre ses membres, et particulièrement donc contre les États-Unis. Rappelons-nous que le test précédent, et là c'était pas du temps de Trump, c'était quelques années avant, en l'occurrence c'était la destruction du gazoduc de la Baltique, enfin des deux gazoducs de la Baltique, c'est-à-dire Nord Stream, qui approvisionnait l'Union européenne en gaz russe, clé de sa compétitivité économique, et on a vu d'ailleurs que dans les mois qui ont suivi la destruction de ces gazoducs, eh bien, la croissance de l'Union européenne, enfin des pays de l'Union européenne, a commencé à se casser la figure. Et on se rappelle qu'à l'époque, l'Union européenne n'avait pas protesté contre cette agression extrêmement dévastatrice contre ses intérêts économiques. Elle n'avait même pas demandé une enquête de l'ONU. Alors pourquoi? La raison, tout le monde la connaît. Depuis la fameuse enquête qui avait été faite par le journaliste américain, le très grand journaliste américain Seymour Hersh, qui l'avait faite notamment auprès des services américains, la CIA, la NSA, enfin tous ces gens qu'il a appris à connaître au cours de sa très très longue carrière, avec qui il entretient des relations, on va dire, privilégiées, et qui permettent d'accéder à des informations que d'autres n'ont pas, eh bien, ce journaliste a révélé que ce sabotage était l'œuvre des services américains, c'est-à-dire était l'œuvre de l'État américain, et non pas, comme on a voulu nous le dire après, c'était pas un coup des Ukrainiens, c'était ça. Et le fait que l'Union européenne ait préféré se taire plutôt que le pot au rose soit découvert et que, donc, sa faiblesse devant les États-Unis apparaisse au grand jour, la faiblesse de celui qui est agressé, qui n'ose même pas dénoncer, aller se plaindre à la police, en quelque sorte. Voilà quelle est l'attitude actuelle de l'Union européenne en face des États-Unis. Donc, on peut penser que le deuxième test, qui est celui que Donald Trump est en train de lancer sous forme d'un défi à l'Union européenne avec l'affaire de la tentative d'annexion, de la volonté d'annexion du Groenland, et ce deuxième test sera à peu près aussi probant que le premier pour démontrer le peu de poids de l'Union européenne par rapport aux États-Unis. Mais bon, n'insultons pas l'avenir. Donc c'est sûr que, évidemment, Trump qui a suivi tout ça depuis sa traversée du désert qu'il a connue entre 2020 et 2024, quand il a constaté certainement avec une certaine stupéfaction que les Européens préféraient se taire que d'incriminer les États-Unis dans l'attentat dont ils étaient victimes, eh bien il a jugé, à juste titre, qu'il avait affaire à une bande de chiffres-molles, et que ces chiffres-molles, face à lui, ne pèseraient pas lourd, et dans ce cas, c'est donc pas la peine de prendre des gants pour s'emparer du Groenland. Donc on peut vraiment se demander si c'est pas ça qui le pousse
à tant de brutalité dans la façon dont il revendique la domination des États-Unis sur le Groenland, l'autorité des États-Unis sur le Groenland. Alors, on verra ce qu'il en est, on verra quelle est la défense ou l'absence de défense de l'Union européenne face à cette véritable agression politique et stratégique des États-Unis. Et donc on verra si elle est capable de défendre ou pas la souveraineté du Danemark. Parce qu'en l'occurrence, le problème du Groenland, enfin le problème de cette affaire de Groenland, c'est pas le Groenland lui-même, c'est que le Groenland fait partie des territoires danois, même si c'est un territoire autonome. Voilà, donc c'est un pays de l'Union européenne qui se trouve clairement attaqué, donc amputé, enfin, sous la menace pressante d'être amputé d'une partie de son territoire, et que ce pays, lui, rouspète, menace de se défendre, etc. Le Danemark, par rapport aux États-Unis, c'est pas vraiment convaincant. Et que, jusqu'à présent, l'Union européenne n'a quasiment pas réagi, si ce n'est par 2 ou 3 déclarations très, très générales de Madame von der Leyen, qui sont loin d'être à la hauteur de l'agression qui est en train de subir l'Union européenne et le Danemark. Là se confirme, eh bien l'Union européenne, tout simplement, signera son arrêt de mort. Et avec la mort de l'Union européenne, ça sera aussi la mort de l'euro. La traduction monétaire de cette réalité sera la poursuite de la dévalorisation en cours de l'euro, jusqu'à que sa valeur corresponde au poids économique et politique réel de l'Union européenne dans le monde qui se met en place. Bon. Et on voit bien que ce poids économique est en train de diminuer rapidement. Quant au poids politique, dans l'hypothèse qui me paraît la plus probable, donc, où Trump amènerait l'Union européenne à capituler dans l'affaire du Danemark, le poids politique de l'Union européenne serait anéanti. Quant au crédit des pays de l'Union européenne, il serait également très gravement entamé. Le Danemark, bien évidemment, puisque c'est son propre territoire qui serait passé entre les mains des États-Unis, et aussi les autres pays de l'Union européenne, et notamment les pays puissants, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et l'Italie, parce que ils auraient dans ce cas laissé échapper du contrôle de l'Union européenne un territoire de 2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire qui à lui seul est plus grand que l'Union européenne, ou aussi grand que l'Union européenne et plus grand que la zone euro, sauf erreur, qui regorge de ressources, et des ressources nécessaires à l'économie qui est en train de se mettre en place, donc à l'économie du XXIe siècle, notamment les fameuses terres rares, notamment de l'uranium, puisque c'est de plus en plus clair maintenant que la transition énergétique ne va pas se faire, va cesser de se faire avec des éoliennes qui sont une catastrophe en termes de résultats et de coûts. Dans une grande mesure, on est en train de laisser tomber les panneaux solaires, du moins, sauf peut-être en Chine. Donc l'uranium redevient une matière première archi-essentielle. Et puis il y a énormément d'autres choses, notamment de l'énergie, du pétrole et du gaz, pour ne parler que de l'île elle-même. Bon, l'île qui fait 2 millions de kilomètres carrés. Mais les eaux territoriales qui baignent le Groenland également regorgent de pétrole et de gaz. Autre chose qu'il faut dire, c'est que sur une carte de géographie, il apparaît clairement que le Groenland est bien sûr une terre du cercle polaire, et vous savez que la question de la maîtrise des routes, et non seulement des routes, mais des territoires, en l'occurrence l'océan arctique, est la grande affaire du XXe siècle. C'est le grand combat géostratégique qui est déjà en cours entre les Russes, qui ont pris une grande avance d'ailleurs sur tout le monde, les Américains, les Chinois, même les Indiens, qui pourtant sont fort loin de cette région, et bien sûr, c'est aussi le cas, même s'ils sont très silencieux là-dessus, des Européens, qui eux sont beaucoup plus près, avec des pays comme le Danemark ou la Suède, de ces territoires, et qui ont eux aussi un besoin essentiel des richesses de ces territoires. Donc c'est dire la catastrophe, non seulement économique et politique, que serait l'abandon du Groenland aux États-Unis,
mais ça serait une perte de prestige complète. Enfin, je veux dire que ça serait pire probablement comme conséquence sur la décrédibilisation de l'Union européenne que la défaite en cours en Ukraine. Ajoutez à ça que le déclassement de l'euro, voire sa disparition, est nécessaire pour soutenir l'attractivité du dollar face aux manœuvres monétaires des BRICS. Parce que c'est ça aussi, en toile de fond, il y a ce grand sujet. Pour les États-Unis, la domination mondiale du dollar est essentielle pour qu'il continue à tenir debout économiquement. Et bien entendu, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, au moins une, et j'ai écrit plusieurs articles dans ma lettre pour les abonnés. Les États-Unis ne peuvent pas accepter que sur une courte période, ou plutôt sur une période qui ne fait pas très longue, le dollar cesse de dominer le commerce international, tout simplement parce qu'il ferait faillite. Et puis, le dollar, monnaie mondiale, c'est quand même la marque des États-Unis. Donc ça, Trump ne l'accepte pas, c'est clair. D'ailleurs, il a menacé, encore il y a quelques jours, les pays des BRICS qui prétendraient ne plus commercer en dollars, mais dans une monnaie quelle qu'elle soit, autre que le dollar, que ce soit une monnaie inventée par les BRICS ou une autre monnaie qui existe, par exemple le yuan. Eh bien, dans ce cas-là, les pays qui s'amuseraient à ça subiraient une taxation de 100% sur leurs exportations aux États-Unis. Donc, c'est dire l'importance de cet enjeu, et c'est dire aussi que s'il faut anéantir l'euro, Donald Trump le fera, pour sauver le dollar. Et c'est d'ailleurs la raison de la guerre monétaire lancée contre l'Union européenne sous Biden, et que Trump a toutes les raisons de continuer, je viens de vous dire pourquoi. Pour s'opposer à la guerre économique et monétaire des États-Unis, l'Union européenne devrait, elle aussi, taxer les importations américaines en Europe. Tu me taxes de 25%, mais moi je te taxe aussi de 25%. C'est contraire, notons au passage que c'est contraire à son idéologie libre-échangiste. Si elle ne fait rien, elle prouve que tout son discours sur « l'union fait la force » et nous permet de résister aux États-Unis est une fumisterie intégrale. Ce qui est d'ailleurs le cas. Alors, est-ce qu'elle fera rien ? Je viens de vous expliquer qu'à mon avis, elle ne fera rien. On ne sait jamais. Mais la conséquence, c'est que dans ses principes actuels, l'Union européenne ne peut pas perdurer face à l'offensive de Trump. Soit elle changera pour devenir plus protectionniste, c'est-à-dire que ce sera en 2025, on assistera à la fin de l'Union européenne dans ses principes, ceux qui ont fait le traité de Maastricht, sur lesquels repose le traité de Maastricht, ou alors, effectivement, elle disparaîtra au sens le plus simple du terme. La planche de salut, cependant, il y en a une, et ça peut être la Russie, qui est seule capable de nous fournir de nouveau le précieux gaz de la Baltique, après bien sûr réparation des gazoducs, et toutes les matières premières clés de l'avenir. Poutine répète régulièrement qu'il est prêt à renouer avec nous, ce qui montre qu'il a une vision géopolitique des intérêts russes et aussi des intérêts de l'Europe, qui est beaucoup plus réaliste que les dirigeants de l'Union européenne eux-mêmes. Et cela permettrait aussi à l'Union européenne de compenser la diminution de ses exportations vers les États-Unis, qui est la conséquence donc des taxes annoncées par Trump. La synthèse de ça, la conclusion, c'est qu'au fond, c'est simple, l'ami américain devient de plus en plus inamical, tellement qu'il va détruire notre monnaie et notre puissance économique, ce qui est déjà d'ailleurs en cours de réalisation. Il faut donc en trouver un autre. Le russe est tout désigné pour cela. Encore faudra-t-il que les dirigeants de l'Union européenne soient capables de le concevoir, comme je suis en train de le faire, moi, au modeste niveau qui est le mien, et de le faire, c'est-à-dire d'agir en ce sens. En l'occurrence, de s'opposer aux États-Unis, sinon les jours de l'euro seront comptés. Pour les ménages qui veulent se préparer aux troubles dans lesquels entre la France, j'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile,
Il contient les informations essentielles pour protéger notre patrimoine et avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Le texte complet, je vous le dis prudemment, parce que ce n'est pas quelque chose que je fais en priorité. Le texte complet de cette vidéo sera disponible prochainement sur le blog questionfinance.fr. Alors je vous le dis prudemment parce que je vous ai annoncé, ça fait maintenant une dizaine de jours, que le texte de pas l'avant-dernière vidéo, pas la dernière vidéo, mais l'avant-dernière, serait bientôt sur le blog, il n'y est pas encore. Même chose pour la dernière vidéo, il n'y est pas encore. Je vous promets que je vais les mettre sous quelques jours. Donc celui-ci le sera aussi. À partir de là, vous voyez où je veux en venir. Désormais, dans mon temps disponible, le plus souvent possible, je mettrai sur le blog Question Finance les textes, donc les scripts des vidéos YouTube que vous pouvez visionner. Donc vous aurez accès par YouTube au visionnage, donc au film, et vous aurez toujours accès par le blog Question Finance au script de ces vidéos. L'intérêt du script, c'est d'un usage qui est beaucoup plus commode, vous le savez, c'est plus facile de lire en diagonale, quand on cherche une information, de lire en diagonale un texte qui fait en général, on est autour de 1500 mots, pour retrouver le passage qui nous intéresse, ou l'information qui nous intéresse, que de se gratter une vidéo qui dure autour d'une demi-heure, avec des moyens qui sont pas, ça dépend ce que vous avez pour lire les vidéos, mais enfin avec des outils technologiques qui ne sont pas toujours très performants et pour atteindre rapidement ce qu'on cherche. Vous pouvez donc me retrouver sur le blog Question Finance, le réseau LinkedIn également, et aussi la lettre Question Finance dont je vous ai parlé, qui paraît 4 à 5 fois par semaine, et à laquelle on s'abonne gratuitement par le lien en description, dans la partie d'inscription. Portez-vous bien, merci de votre attention, à bientôt.